Oyez, oyez! C'est le mois de juillet, même le 1er juillet. Coup de chance, c'est un samedi et je publie aujourd'hui. Dans une semaine, ce sera les vacances pour les petits Français qui nous écoutent. Alors comme je suis sympa, je vais rendre l'attente moins ennuyeuse avec un petit épisode du Chevalier Orange. Mais tout d'abord, les remerciements. Et aussi, j'aurai un message important à la fin de ce message, qui lui aussi est important. Mais tout est important, alors. Je voudrais remercier Noah de Nice, qui mange des panisses, pour son gentil message. Merci à Morgane et sa maman pour leur soutien sur la taverne du Chevalier Orange. Bien entendu, merci à la famille membre d'honneur de la confrérie Orange pour leurs magnifiques dessins, photos et soutien et gentils messages. Je veux bien entendu parler de la famille de Ange et Julia. Bon, alors comme chacun le sait, je suis un peu en retard sur mon temps en ce qui concerne les réseaux sociaux et ce genre de choses. J'ai donc remarqué, un peu tardivement, que j'avais eu plein de messages sur Spotify. Et c'est génial! Donc, merci à Padawan, Nat, Lazare, BD0027, Mute, Sandrine, Karine Scarlett, Mathieu, dont le pseudo est 21, Franjo, Lady Kiwi, Chloé les Fleurs, Zoéline, Zacharia, Léa, Tonight Fiston, oui, ton chat peut faire partie de la confrérie Orange, Tonight Fiston, Katia et Framboise. Ouh! Il n'y en a jamais eu autant, c'est trop la classe, merci à tous. Alors, vu qu'il y a de l'animation dans les commentaires, du coup, je vais pouvoir vous parler de mon petit projet de fin d'année. Après l'histoire des marécages de Bruine Chagrin, il n'y aura plus d'histoire pendant quelques temps parce que je travaille sur celle de l'an prochain qui sera juste énormissime, genre en 12 chapitres et tout ça. Mais en décembre, j'aimerais bien vous présenter un petit calendrier de l'Avent Orange. C'est-à-dire que tous les jours, il y aura un petit mini-podcast où je parlerai de certains petits mini-détails des histoires, des petits secrets de fabrication, et aussi, et c'est là qu'il faut que je vous en parle, je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser. J'en ai déjà 2 et je vous invite à participer en m'envoyant le plus de questions possible. Je vous citerai bien entendu au moment de répondre. Vous pouvez m'envoyer vos messages sur Spotify ou sur le blog, alors comme disent les jeunes, lâchez vos coms. Voilà, j'ai tout dit, c'était un message incroyablement long, un vrai gouffre temporel, mais voici dès à présent le moment de retrouver le paladin, accompagné de messire bouclier, du docteur Manlincy, au cas où, avec sa chèvre Esra, à travers les marécages de Bruine Chagrin. Bonne écoute, à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 2. Debout sur la route debout. Les 3 nouveaux amis marchaient d'un bon pas, et les discussions allaient bon train. Tout le monde était de bonne humeur, malgré le temps qui était de plus en plus lourd. Le docteur Manlincy, ayant pensé à tout, oui, au cas où. Il avait acheté un guide dans lequel il était écrit tout ce qu'il y avait à savoir concernant les marécages. On y trouvait bon nombre d'informations, dont certaines très surprenantes. Ça alors, on raconte qu'une fée vit dans les marécages. Voilà qui est intéressant. Est-ce qu'il est écrit où elle se trouve ? Pas vraiment. C'est surtout une sorte de légende locale. Mais il y a un plan de la région, par contre. Il nous sera d'une grande aide, je pense. Nous commencerons par marcher le long des chemins de la triste terre. En voilà un joli nom qui respire la joie de vivre. Puis nous continuerons par l'allée des flambeaux de l'ennui. Ensuite, nous emprunterons le pont des 1000 sourcils qui amène à l'îlot de la terre d'amertume, situé dans le lac des sombres larmes, où vient se jeter le ruisseau du soupir maussade. Tout à fait charmant, comme promenade. Les aventuriers arrivèrent bientôt dans une petite forêt qui bordait le marécage de Bruine Chagrin. Ils passèrent la lisière du bois pour enfin arriver à destination. Nous y voilà! Ça n'a pas l'air si affreux que ça, ces marécages. Juste un peu...
juste un peu humide, peut-être. Je vais me servir d'une de mes rondaches pour me protéger de l'eau, moi. La traversée débuta donc sous un incroyable déluge le long du chemin de la triste terre. Heureusement, Dr Morlincy avait emmené de grandes capes comme la sienne pour ses amis, ainsi que d'épaisses bottes. Je m'étais dit, prévoyons au cas où. Même Esra la chèvre eut le droit à son petit manteau. Les premières heures de marche furent relativement agréables. Le chevalier orange, lassé du temps maussade qu'il faisait depuis les derniers mois à Anjulia, était tout guiré de se promener sous la pluie dans ce joli marais. C'est sympa comme paysage. Et puis la pluie, moi, j'aime bien. Le chemin était bordé par de nombreux petits étangs. Sur leurs côtés poussaient des aulnes majestueux et des saules magnifiques, dont les longues branches venaient effleurer la surface de l'eau. Des buissons de roseaux côtoyaient de grands nénuphars sur lesquels chantaient joyeusement des grenouilles. Aussi, de longues lianes couraient d'un arbre à l'autre, faisant penser à des guirlandes naturelles. Et cependant, quelques heures plus tard, le temps était resté le même. Bon, je retire ce que j'ai dit finalement. Après 4 heures de marche, c'est carrément moins rigolo la pluie. Je me demande comment fait Faalb le sorcier pour vivre ici. Regardez, chevalier, devant nous, sur le chemin. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ah oui, tiens. C'est un tout petit quelqu'un, ça. Sûrement un lutin. Je me demande ce qu'il fait ici. Allons voir. La silhouette qu'avaient aperçue nos 3 amis était effectivement de petite taille, puisqu'il s'agissait d'une lutine. Une lutine tout emmitouflée dans de grands linges noirs, dont ne sortait que son visage. Un grand chapeau de cuir, au bord tombant, lui protégeait la tête. Elle fixa quelques instants le chevalier orange, et enfin s'adressa à lui. « Halte là, fier chevalier! Savez-vous où vos pas vous mènent ?»« Bonjour madame. Eh bien, je vais en direction du centre des marécages, où je dois régler une affaire de la plus haute importance. » Tiens donc, vous comptez traverser le marécage? Et savez-vous qu'une fée habite dans la région? Oui, je suis au courant. Enfin, il paraît qu'il y a une fée. Hein. C'est surtout une légende, visiblement. Oui, eh bien quand même, on va dire qu'il y a une fée. Et pour avoir le droit de passer, vous devez faire une offrande à la fée des marécages. Un objet, ou bien des pièces d'or. C'est comme ça, c'est la loi, voilà. C'est marrant, mais à aucun moment dans le guide, on ne parle de cette drôle de loi. Oui, c'est nouveau. Et je suis chargé de récupérer les offrandes faites par les voyageurs qui empruntent ce chemin. Et ils ne sont pas nombreux, les voyageurs, alors il va falloir être généreux. Et que pouvons-nous offrir comme objet? Pas n'importe quoi, j'en ai peur. Des objets rares et précieux, presque inexistants d'ailleurs. C'est pour cela qu'il vaut mieux donner des pièces d'or, hein, de belles pièces d'or. C'est bien ça marche toujours. Dites quand même, peut-être pourrons-nous faire une offrande sans pièces d'or. J'ai de nombreux objets avec moi. Je suis ocautologue. Oui, mais c'est mieux, les pièces d'or. Bon, alors, sont acceptées comme offrande... voyons... les trèfles à 5 feuilles. Voilà. Sinon, des pièces d'or. Ce serait vraiment impeccable de l'or, hein. Pas la peine. Attendez. Esra, viens voir là, ma chèvre. Alors, voyons. Ma sacoche magique. Et hop, un trèfle à 5 feuilles. J'en ai toujours un avec moi, au cas où.
oh là, mais attendez, je me souviens maintenant. Cette semaine, c'est d'une autre offrande dont nous avons besoin. Il nous faut une guirlande de bouchons en liège. Une guirlande. Voyons cela. Voilà. Une guirlande de bouchons en liège. Et aussi une jarre de confiture de ciment. Hop là. Une paire de chaussons taille 72. Une pomme de pain au chocolat. Une statue de selle de cheval. Une couverture en peau de moutarde. J'ai aussi. Une tarte aux pommes d'arrosoir. Et hop là voilà. Ah, alors un canevas représentant un troupeau de gnous broutant sur une montagne devant un coucher de soleil. Vous l'avez ça peut-être? Attendez. Là, j'ai un canevas représentant un troupeau de gnous broutant sur une montagne devant un coucher de soleil. Mais pourquoi diantre vous promenez-vous avec un tel canevas dans votre sacoche? Bah, au cas où. Mais au cas où quoi? Dans quelle situation complètement farfelue voudriez-vous avoir besoin d'un tel objet? Je ne sais pas. Dans une histoire du chevalier orange, par exemple. Oui, vu comme ça, effectivement. Mais quand même, hein? Bon, et de l'or? Vous en avez de l'or? Ah, non, ça je n'ai pas, par contre. Quelqu'un a de la monnaie? Chevalier? Bah, bof, bof. Et vous, bouclier? Pareillement, mon viatique se limite à quelques vivres. C'est-à-dire que je n'étais pas parti pour une journée shopping. Et moi je suis sûr que vous en avez de l'or. Et vous allez me donner tout cela. À moi, à mes compagnons! Soudain, dans les arbres au-dessus du chevalier et de ses amis, apparurent une douzaine de lutins armés d'arcs et de frondes. Alors c'était un piège. Il n'y a aucune offrande pour la fée en réalité. Vous n'êtes que de vulgaires brigands, venus pour nous détrousser. Exact. À l'attaque! Ah ouais! À ces mots, tous les lutins lancèrent sur nos amis une pluie de projectiles. Mais c'était sans compter sur la présence de boucliers. Avec une incroyable rapidité, il leva ses deux immenses rondaches, protégeant ainsi le groupe des attaques ennemies. Puis, suivi par ses compagnons, et tout en gardant les bras en l'air en position de défense, il commença à marcher d'un pas lourd vers la chef des bandits. Celle-ci décocha bien quelques flèches sur l'ogre. Mais tout ce qu'elle tentait était inutile face à l'épaisse armure du guerrier. Lorsque les aventuriers arrivèrent devant la lutine, cette dernière se rendit aussitôt. Stop, stop! On abandonne. Laissez tomber, les gars. Oh! Bon bah d'accord. Ah, décidément, on n'est vraiment pas fait pour le brigandage. Eh bien, tant mieux. Messieurs boucliers, vous m'avez épaté. Vos techniques de combat sont époustouflantes. Ils étaient au moins 12, et regardez-nous, pas une égratignure. Je vous l'avais dit, que vous ne regretteriez pas votre choix. Effectivement. Quant à vous, Madame la Lutine, j'aimerais avoir le fin mot de toute cette histoire. Vous n'êtes pas de réel voleur, hein, n'est-ce pas? Enfin, je vous le souhaite, hein, mais est-ce que vous êtes vraiment pas très doué? Évidemment que non, nous ne sommes pas de réels brigands. Mais on s'est retrouvé un beau jour à devoir racketter les voyageurs pour le compte d'un sorcier. On n'a pas trop le choix, alors on continue. Un sorcier? Fa'albe le sorcier? Lui-même, vous le connaissez? Le monstre! J'aurais dû m'en douter. Il vous utilise pour accomplir ses viles besognes. Comment s'y est-il pris? Vous est-il menacé? Agressé? Blessé? Pire, il nous l'a demandé poliment. Demandez poliment. Ah oui, mais poliment. Oh, d'une politesse. Je n'avais jamais vu ça. Hein, les gars? Ah oui. Vraiment poli. Il est arrivé, tranquillou, petite boîte de biscuits sablés sous le bras, avec une bouteille de jus de raisin pétillant. Vas-y que je te prends des nouvelles de tout le monde, une poignée de main, une tape dans le dos, 2-3 compliments là-dessus, et paf! Il nous a demandé gentiment de devenir des brigands. Impossible de dire non devant tant d'amabilité. C'est vrai que Fa'albe est tout de même le sorcier spécialisé dans l'urbanité. Oh, il est fort. Ah, il est vraiment fort. Mais nous allons défaire cet infâme faquin. Vous n'avez pas à vous forcer à faire des choses qui vous déplaisent, même si c'est demandé très poliment. Ah ben je me disais aussi, on se sentait tout bizarre de jouer les bandits. C'est parce que ce n'est pas dans votre nature. Rentrez donc chez vous et reprenez votre vie normalement. Nous allons nous occuper de ce sorcier scélérat au plus vite. Les lutins rentrèrent chez eux, et les trois amis purent reprendre leur périple, toujours sous la pluie,
qui tombaient inlassablement. Avancer devenait de plus en plus compliqué au fur et à mesure que le petit groupe s'enfonçait dans les profondeurs des marécages. La route portait bien son nom de chemin de la triste terre. Le sol était complètement détrempé et chaque pas finissait de la même manière, avec de la gadoue qui remontait jusqu'à la cheville. De ce fait, chaque kilomètre parcouru prenait bien plus de temps. Bouclier avait pris Esra la chèvre sur ses épaules, tandis que le chevalier orange tentait d'encourager le docteur Manlincy qui commençait à sérieusement fatiguer. Le pauvre n'était pas habitué à ce genre de périple. Qui plus est, la pluie laissait de grosses gouttes sur ses lorgnons, l'empêchant de voir où il mettait les pieds. « Je n'en puis plus. Toute cette eau de partout, c'est éreintant. » Allez docteur, courage! Dites-vous que nous avons une tâche importante à accomplir et que nous resterons debout jusqu'à la victoire, malgré l'eau. En plus, la compagnie d'un grand savant comme vous, expert en ocautologie, nous est très utile. Vous l'avez prouvé tout à l'heure. Merci, chevalier. Vous êtes bien aimable. Vous avez raison. Je vais me concentrer là-dessus. Je suis un savant et malgré l'eau, je resterai debout pour m'occuper de cette tâche. Voilà! En plus, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Eh oui, pour s'occuper d'une tâche debout, il faut de l'eau et un savant. Il fait faim, non? Personne n'a faim? J'avoue que je commence à avoir un sérieux petit creux. Malheureusement, manger sous cette pluie ne va pas être aisé. Le moindre sandwich va finir en pudding. Qui plus est, on ne peut pas s'asseoir dans cette gadoue. On va devoir attendre d'être au sec alors. Mais je ne sais pas où nous pourrons trouver un abri dans les environs. On ne trouve que de la gadoue à perte de vue. D'après le plan, d'ici 1 heure ou 2, nous devrions arriver vers l'allée des flambeaux de l'ennui, où il y a un refuge. Le début de l'allée n'est pas loin, mais pour le refuge, ce ne sera pas avant ce soir. J'en ai bien peur. Chouette. Bon, continuons alors. Le voyage continua, donc, malgré la faim qui commençait à travailler les trois amis. Et il n'y avait pas que la faim qui représentait un obstacle. À cause de la pluie qui avait redoublé d'intensité, la visibilité avait dangereusement baissé, diminuant les chances du groupe de se repérer. Qui plus est, le chemin était devenu quasiment impraticable. La boue remontait à présent jusqu'à mi-mollet et chaque pas nécessitait un effort incroyable. Oh là 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 là, berk. Heureusement, comme l'avait annoncé le docteur Manlincy, après 1 heure de cette marche infernale, les aventuriers arrivèrent finalement à rallier l'allée des flambeaux de l'ennui. L'allée en question était en fait une longue structure composée de planches de bois et montée sur pilotis. Grâce à elle, il était possible d'avancer à travers les marécages sans avoir à se débattre dans la terre mouillée. Une fois hissé sur l'installation, le chevalier orange contempla le long chemin de bois verni. Tous les 10 mètres étaient plantés des flambeaux magiques qui servaient à guider les pas des voyageurs de passage sans jamais s'éteindre. Le paladin en armure encouragea de nouveau ses compagnons, puis tout le monde se remit en marche. Deux heures plus tard, la pluie assommante s'était nettement calmée, remplacée par une discrète bruine. Le jour, lui, commençait à décliner, cédant doucement la place à la nuit naissante et plongeant ainsi les marécages dans une ambiance des plus mystiques. Tandis que les insectes nocturnes entamaient leur chant, des lucioles mouchetaient l'obscurité de leurs timides lueurs. Les halos des torches magiques jalonnaient la route qui serpentait jusqu'à se perdre au loin dans l'inconnu brumeux. Tard dans la nuit, enfin, les héros aperçurent la silhouette d'une maisonnette en bois. C'était le refuge tant attendu. Ce dernier était placé en hauteur, plus haut encore que le niveau de l'allée.
pour accéder à l'intérieur de la petite construction, il fallait emprunter une échelle installée parmi les pilotis qui soutenaient la base de l'abri. Enfin, le refuge. On va pouvoir se mettre au sec Et manger. et se préparer pour demain, au cas où. Oh là, voilà la pluie qui revient. Messieurs, je vous invite à me suivre. Bien sûr, Esra, entre aussi. Oh, je n'ai jamais été aussi content de me retrouver à l'abri, moi. La modeste cabane était constituée d'une pièce unique. On n'y trouvait aucun meuble ni aucune installation, si ce n'est une toute petite cheminée et des fils accrochés au mur pour y étendre du linge. Le confort était donc des plus modestes, mais la seule idée de passer la nuit au sec suffisait largement à redonner le sourire à tout le monde. Ah, il nous faudrait un bon feu, et ce serait parfait. Mais trouver du bois sec dans les environs... impossible, j'en ai bien peur. Pas forcément. Viens, Esra, viens, ma chèvre. Voyons, où donc les ai-je rangés? Là, voilà, et hop. De belles bûches pour la cheminée. Incroyable! Vous avez même ramené du bois? Mais je m'étais dit, au cas où. Grâce à la prévoyance du docteur Molincy, nos trois amis purent donc démarrer un bon feu. On en profita pour faire sécher les capes, après les avoir étendues avec quelques autres affaires. Ensuite, le chevalier orange et bouclier déroulèrent chacun un grand couchage en coton et en laine sur le sol, afin d'être bien installés pour la nuit. Le docteur Molincy, à son tour, sortit un grand couchage de ses sacoches magiques qu'il déroula. Et puis il sortit un épais matelas pour mettre en dessous du couchage. Et une paillasse aussi. Quelques planches de bois pour encadrer le tout. Une petite table de chevet, un bonnet de nuit, des pantoufles. Et bien entendu, un épais pyjama à rayures, tout doux et bien moelleux. Eh ben, c'est un sacré couchage d'aventurier, ça. Un aventurier au chaotologue. Ne l'oubliez pas. Puis ce fut l'heure de manger, et les héros purent enfin dévorer leur unique repas de la journée. Ils étaient si affamés que ce moment leur sembla comme magique. Tandis qu'ils se régalaient, chacun se mit à raconter des souvenirs d'aventure. Assis sur leurs couchages respectifs, autour de la petite cheminée, avec pour seul décor leurs affaires qui séchaient, les trois camarades passèrent une soirée incroyable, profitant de la chaleur de leur abri, pendant que la pluie battait violemment les carreaux des fenêtres de la cabane. Ce soir-là, dans les marécages de brunes chagrin, il y avait de la lumière, il y avait des rires, il y avait de la vie.